Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. C'est pas pour me vanter, mais j'ai été très marqué par la saga des Star Wars. 17 ans à la sortie du premier, je pense qu'ensuite j'ai vu les 8 autres à leur sortie en salle, même le dernier épisode, le calamiteux, l'ascension de Skywalker. Et l'autre jour, en voyant Jupiter à la télé et quelques jours plus tard son premier ministre, mardi après-midi à l'Assemblée nationale, je me faisais la réflexion que pour l'un, c'était un nouvel espoir, l'épisode 4 de la série, tandis que pour l'autre, nous étions plutôt dans la menace fantôme, le premier de la saga. Un écart esthétique, une distorsion scénaristique qui laisse entrevoir, mine de rien, quelques distorsions dans leur perception de la situation actuelle. Pour Jupiter, c'est donc un nouvel espoir. Rappelez-vous, dans une galaxie lointaine, très lointaine, une période noire, anxiogène, voit apparaître un jeune héros, lueur d'espoir dans un monde qui n'en finit pas de s'enfoncer. Le nouvel espoir, c'est la fin du tunnel, l'annonce du retour des jours heureux, l'assurance d'un futur qui chante. Ça, c'est le discours de Jupiter le 13 avril dernier. Il y promet des jours meilleurs, appelant chacun à se réinventer, lui le premier, promet également des masques et des tests à gogo pour tout le monde et fixe le jour du début de la fin au 11 mai. L'espoir renaît, mais rien n'est joué, dit-il pour finir son discours. Au final, l'étoile noire est détruite, mais Dark Vador court toujours. Avec Édouard Philippe, mardi après-midi à l'Assemblée nationale, on était plutôt dans la menace fantôme. Alors que le monde est régi par les principes d'une république mondiale démocratique et servi par de gentils chevaliers Jedi qui maîtrisent le côté lumineux de la force, une nouvelle crise menace la stabilité de ce régime politique. Crise commerciale, crise politique, création d'une armée de droïdes censée protéger la République, mais qui travaille en douce et main dans la main avec les chevaliers Sith, secte maléfique championne de l'utilisation du côté obscur de la force. Au final, les chevaliers Jedi gagnent la bataille, mais tombent nombreux au combat et n'arrivent pas à détruire leurs ennemis de toujours. Le premier obstacle est passé, certes, mais la menace est toujours là, pire, elle est là, et tapis dans l'ombre. Ça, c'est le discours d'Édouard Philippe. Un premier succès, la relative contention du coronavirus, que ne masque pas sa présence toujours diffuse. Un déconfinement annoncé qui a toutes les allures d'un confinement qui ne dit plus son nom. Le 11 mai, l'Hexagone ne sera plus enfermé chez lui, mais restera sous cloche. Les vieux devront faire attention à eux, la priorité est laissée au télétravail, les écoles réouvriront, mais pas partout et pas au même moment, les bars, restos et salles de spectacle resteront fermés, les regroupements de plus de 10 personnes interdits. Si Jupiter avait fait briller un rayon d'espoir, Édouard Philippe, par sa déclinaison des axes du déconfinement présidentiel, remet le couvercle sur la marmite. Depuis le début de cette crise sanitaire, on assiste ainsi à un pas de deux incompréhensible. Souvenez-vous, la France a suffisamment de masques pour tout le monde et en plus, ils n'ont pas d'utilité, nous dit-on au début de la crise, avant d'être déclarés ces masques comme la solution évidente à tous nos problèmes. Les festivals sont annulés par Jupiter le 13 avril jusqu'à mi-juillet, avant d'être rendu possible par le ministre de la Culture 4 jours plus tard, à condition que ce soit des petits festivals. On attend toujours la définition d'un petit festival. Il ne sert à rien de tester la population au début de la crise pour finalement reconnaître qu'ils sont, ces tests, utiles au dépistage de la maladie la semaine dernière. Si la vision de Jupiter était celle du retour des jours radieux et forcément différent de ceux déjà connus, celle du gouvernement d'Édouard Philippe est marquée par la prudence, la progressivité et donc par l'imprécision.
Il ne s'agit pas ici de se poser la question de qui a tort, qui a raison, mais simplement de faire remarquer qu'à force de dire blanc un jour et noir le lendemain, on finit par n'y plus rien comprendre. Et ça, ne pas comprendre, c'est pas facile à vivre pour les confinés que nous sommes tous. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31, réalisé ce soir encore par Éric Falavier. Nouvel épisode confiné ce soir. Pendant la semaine, les chroniques ont été écrites, les micros de téléphone astiqués, les fichiers musicaux récupérés par Tulip sur le net, et le tout a été envoyé à l'autre bout de Toulouse pour y être assemblé et mixé. Telle est la loi des émissions confinées, débrouille, coopération et esprit foutraque. Sur le pont ce soir, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, pour une nouvelle proposition musicale. Lucas Lemov nous donnera, lui, des nouvelles, confiné qu'il est quelque part dans l'Aveyron. Et puis Manuel Pomar, Salah Amokrane et notre bon professeur Thibault nous livreront leurs chroniques hebdomadaires. Un numéro plein de surprises, de coups de cœur et de n'importe quoi. Un numéro presque normal en quelque sorte, malgré tout et malgré ce moment étrange. Et on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Juste avant le début de cet épisode de confinement, le 3 mars pour être précis, le Zénith a organisé OZE pour Occitanie, au Zénith, vaste raout, donnant à voir et à entendre quelques-uns des bons groupes d'ici, du rock, du hip-hop, du blues, de la new soul, avec la prestation remarquable de Tingly Tape, jeune groupe toulousain ayant également joué aux dernières transmusicales de Rennes, dont on écoutera un morceau la semaine prochaine. Et puis, il y a eu la claque de la soirée, Princess Thailand, autre groupe d'ici, du bruit et de la fureur, musique directe, rentre-dedans, déflagration sonique, post-rock fiévreux et noisy, assaut de Larsen, son puissant et bouillonnant, massif et abrasif, plus un chant incantatoire. Ce set fut une véritable fête électrique et bruitiste. 2 mois plus tard, les voilà, qui sortent un nouvel album, And We Shine, un album à l'image de ce set mémorable du 3 mars dernier au Zénith. Princess Thailand, sonar, morceau extrait donc de leur dernier album, And We Shine, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Qu'est-ce qu'ils sont? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. La semaine dernière, Jean-Pierre Lérac nous annonçait l'annulation du festival Jazz à Luz. Depuis, c'est la quasi-totalité des festivals de la région qui ont baissé pavillon devant le coronavirus, saloperie de bestiole, de Marciac à Montauban en passant par Jazz à Souillac, Pose Guitare à Albi, Rio Loco à Toulouse, l'écosystème de Gignac dans le Lot ou encore le festival La Poutre à Mauvesin. Plus rien à se mettre sous la dent pendant encore longtemps. Ne reste plus que la musique enregistrée, les nouveaux albums et les vidéos sur le net. Et là, ça bouillonne. Et même si la diffusion scénique est à l'arrêt pendant un petit moment encore, les artistes, musiciens et chanteurs continuent à jouer, à créer, à faire preuve d'invention et de culot, comme le montre leur production quotidienne que l'on peut voir sur le net. Et justement, c'est une nouvelle production musicale que Jean-Pierre a dénichée pour nous ce soir. Bonsoir Jean-Pierre. Amis toujours confinés, bonjour. C'est toujours depuis mon salon, tout seul, que j'enregistre ces chroniques. C'est un peu triste, mais j'habitue petit à petit. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon dernier coup de cœur musical toulousain. Il s'agit du duo Choc Gazelle. Choc Gazelle, c'est la rencontre de la chanteuse Lila Freiss et du guitariste Nicolas Laforest. Alors ces deux-là, a priori, avaient très peu de chance de se croiser sur une scène tant leur univers musical est différent. Je me suis laissé dire c'était Laurent Moulet-Douce, directeur d'Art Brut, le collectif autour d'Artus, qui d'ailleurs fait un travail assez phénoménal sur la trad alternative. Donc bravo à Laurent d'avoir eu l'idée de réunir ces deux personnages. Alors, Lila Freiss, on l'a découvert dans Cocagna, le trio féminin, qui d'ailleurs en ce moment fait un carton dans le monde justement de la trad alternative. Et j'ai eu l'occasion d'aller voir au Métronome récemment, à l'époque où on pouvait encore voir des concerts, et je dois dire que j'ai été très impressionné par leurs prestations. Alors Lila Freiss, c'est aussi la fille de mon ami Jean-Marie Freiss. C'est dire qu'elle a grandi dans le monde de la musique. Je vous rappelle que Jean-Marie Freiss était le créateur du festival Convivence et qu'il a été le directeur pendant très longtemps de ce festival. Et j'ai l'image de Lila, toute petite à cette époque, qui sautillante, qui dansait le rondo avec son papa. Et j'ai gardé vraiment cette image dans la tête. Et puis Nicolas Laforest, qui est bien connu de ce côté-ci de Toulouse, qu'on peut dire qu'il a été élevé au grand Bill Orcutt en d'humour, puisqu'on retrouve de temps en temps dans son jeu un petit peu ses influences. Et Nicolas Laforest, on l'a retrouvé dans plein de groupes passionnants, notamment le trio Cannibal et Vainé, qui a accompagné d'ailleurs Yox, le chanteur de The X, et ce même groupe que nous avons eu là encore l'occasion de voir au Taquin juste avant notre quarantaine. Voilà, c'était très beau parce qu'il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas rejoué ensemble. Donc, que dire de ce duo Choc Gazelle? On peut pas dire que c'est de la musique traditionnelle, ça serait mentir, même s'il y a des paroles en occitan, puis il y a quelques accents occitans, je dirais. Non, je crois qu'il faut classer ce projet dans le tiroir chanson. Alors, la chanson, vous le savez, Joe Kangourou, c'est pas trop ma tasse de thé, nous avons souvent eu l'occasion d'en discuter. Par contre, je suis passionné de chant. Ça, c'est paradoxal, mais j'adore le chant. Et là, je suis très impressionné par la façon dont Lila pose sa voix avec sur le fil du rasoir, comme ça, avec une précision absolue sur ses mélodies. Des mélodies d'ailleurs magnifiques. Que dire du jeu d'accompagnement de Nicolas dans son plus pur style, voilà, magnifique. Donc tout ça, ça donne il y a un super équilibre dans ce duo. Ça donne une musique, c'est un peu de la dentelle. Je suis vraiment très impatient de les voir sur scène, ces deux-là. En attendant, on va se contenter d'écouter un morceau. Voilà, ça s'appelle Choc Gazelle. À très bientôt.
marcher, ça. Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. L'autre matin, allez savoir pourquoi, la nuit peut-être, Lucas Lemoff, notre chroniqueur maison du temps qui passe, par ailleurs pianiste des Lucas Karaoke, d'Itinéraire bis, comédien et chanteur dans À l'Arabiata, chanteur et musicien multicasquette bien connu de ce côté-ci de la Garonne, Lucas Lemoff donc s'est retrouvé sur le fil Instagram de Julien Lepers. Julien Lepers qui, en direct, faisait à son habitude du Julien Lepers. La suite est assez surréaliste. Jugez plutôt et tendez un peu l'oreille, le son n'est pas toujours bon. En 1906-1907, quel mouvement artistique utilise des formes géométriques? Parti. Allez, c'est parti. Lucas, non, c'est pas possible. Lucas, c'est toi, Lucas? Oui. C'est pas possible que tu trouves ça, c'est dingue. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-moi qui tu es, dis-moi ce que tu fais. Eh ben, je fais du piano et je suis comédien. Piano? Cool and the Gang. Ouais. Ah oui. Oh mais oui. Eh oui. Attends, mais oui, bien sûr. Attends, on est en do. On Ouais. est en do. Pas mal là. Ah ouais. Oh, ça, c'est le pied total. Donc, tu fais pas ce genre de truc, tu fais de la soul music, tu fais du rap, tu fais un peu de tout. Ouais, plutôt chanson. Après, j'organise des Lu karaoké, c'est-à-dire je me mets au piano et j'ai une liste de à peu près 1500 chansons et puis j'accompagne les gens. Et dans leur tonalité, on chante dans les bars, enfin on chantait jusqu'à présent. Tu sais quoi? Les artistes comme toi, je pense que je suis un peu artiste aussi, les artistes sont aussi des soignants du cœur et de l'âme. Ça, pour moi, c'est très important. Et c'est ce que tu fais à travers ton art. Merci de nous suivre, en tout cas. Hein. Merci, Lucas, c'est sympa. Merci, à bientôt. Hein. Salut, Julien. Les artistes, des soignants du cœur et de l'âme, rien que pour ça, je dis grandiose, chapeau l'artiste. Caramel. Mou. Caramel. Place maintenant à Manuel Pomar et sa chronique qui plante le clou dans l'œil et part à la recherche de quoi voir sur le net en ce moment, à défaut d'avoir la possibilité de faire l'expérience collective d'aller découvrir une exposition. Salut Manuel. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je suis ravi d'être à nouveau à l'antenne pour Caramel Mou confiné. Voilà, je salue Joe, vous, auditeurs, auditrices, évidemment les camarades chroniqueurs. Alors aujourd'hui, dans le clou dans l'œil, pour voir de l'art, vous le savez, en ce moment, il faut passer par les réseaux, par Internet, par un écran. Donc, armez-vous de votre moteur de recherche préféré. Voilà. Je pense qu'on aura besoin, d'ailleurs, en sortant de cette situation, d'une cure de désintoxication d'écran. Voilà. Là, je vais vous inviter à voir des œuvres en tonalité noir et blanc, un peu comme la grisaille de ces derniers jours. Nous allons rire, nous allons pleurer aussi. Les trois artistes dont je vais vous parler sont des artistes dont le travail me nourrit depuis très très longtemps. C'est un travail qui nourrit à la fois mon travail d'artiste et mon travail de curator, comme on dit dans les milieux autorisés. Alors, ces trois artistes ont des points en commun qui pour moi sont des données, des notions à prendre en compte lorsque nous sortirons de ce confinement. Voilà, les trois travaillent avec beaucoup d'économies de moyens, soit avec eux comme sujet, soit avec vraiment des objets trouvés. Dans le travail de ces trois artistes, il y a énormément de poésie. Il y a aussi un certain humour, un humour à base d'autodérision. Et pour moi, voilà, ce sont des clowns tristes et donc des clowns conscients. Le premier, Pierrick Saurin. Alors,
C'est un artiste qui se filme, c'est l'autofilmage, on va dire, c'est le pré-YouTube. C'était à la fin des années 80 et il y a une série de films qui s'appelle Le Réveil, où l'artiste se filme tous les matins au réveil avec une tête pas possible, en train de se dire je me suis encore couché trop tard hier soir, vraiment ça va pas. Voilà, il y a quelque chose qui se répète, un peu comme notre quotidien en ce moment. Évidemment, ça évoque le film Un jour sans fin, mais Un jour sans fin, c'est un film de 94 de Harold Ramis, où évidemment Bill Murray, présentateur météo, revit la même journée. Puis c'est un film avec une morale où à force de revivre la même journée, le personnage devient meilleur et le cercle vicieux devient cercle vertueux. Chez Pierrick Saurin, cette dimension est absente et je trouve ça plutôt assez heureux. Donc allez voir Pierrick Saurin, c'est un cinéaste, on va dire archaïque. Il y a quelque chose de Méliès parfois, parce que dans d'autres films, il est dans des, on va dire, des productions avec des effets spéciaux, mais des effets spéciaux bricolés. Ensuite, Joachim Mogara, lui aussi, en termes de bricolage, c'est quelqu'un qui produit des images photographiques noir et blanc, sous-titrées sur l'image, et il construit des scènes épiques ou des paysages ou des situations à partir d'objets du quotidien, d'objets trouvés dans sa maison. Un exemple, vous voyez littéralement des coquilles de noix avec des cure-dents et qui figurent les mâts et des bouts de papier journaux pour faire les voiles. Et le titre de cette image est la flotte achéenne, donc cette flotte achéenne qui vogue vers Troie dans l'Iliade d'Homère. Et voilà, à partir de rien, on a ce récit épique qui se construit. C'est la poésie des riens. Ensuite, Bastien Ader. Alors là, on a peut-être une dimension plus dramatique, même si c'est un artiste qui se filme. Là aussi, c'est de l'autofilmage. Beaucoup de chutes. Monsieur chute du toit d'une maison. Monsieur chute d'un arbre. Monsieur plonge dans un canal à vélo. Parfois, la chute est décomposée, parfois répétée, les films sont en boucle. C'est un artiste qui a une fin tragique. Il a disparu parce que son dernier travail a été par la force des choses, de vouloir traverser l'océan Atlantique des États-Unis à l'Europe sur un frêle esquif, dirons-nous, qui s'appelait l'Ocean Wave. Le bateau a été retrouvé, mais Bastien Ader n'a jamais été retrouvé. Il y a une vidéo que je trouve très belle, il est face caméra et il pleure tout simplement. Ça s'appelle I'm Too Sad to Tell You. Voilà, l'image se suffit à elle-même. Je finis par ça. Malgré tout ce que je voulais dire, en vous invitant à aller voir le travail de ces artistes, c'est que du peu nous pouvons faire beaucoup, et que la poésie, les perspectives de futur peuvent se construire à partir de rien. Voilà, salut, à bientôt. Shore, what a daft pilgrimage, as if I didn't already know that what was lying down there was a trained memories wreck, coming and going like a fish stranded on my the sea is only a tear in my grief, and the sea looks like the grave of my humanity, and the sea is only a tear in my grief, and this evening sanctuary of the child that I used to
me a speck of sand, and I'll build an entire desert homeland. Send me shiny drift nets, and I'll sow my perfect dress. Je mange les cirés. So there'll be nothing left to feed your fantasies. Elle mange les cirés. And now the sailors are dying, and this whole world's going crazy, and the sea is only a tear in my grief fantasy. It looks like the grave of all humanity, and the sea is just a little tear in my grief, and this evening sanctuary of the kids that I used to be. Merci, morceau chanté par la chanteuse Frederica Alesina, chanteuse que l'on adore ici, et morceau qui fera partie d'un album qui sortira le mois prochain. Et ça, on y croit. Caramel mou, c'est fou. Début août dernier, nous étions conviés avec Jean-Pierre Lérac au lancement d'un nouveau label toulousain, de Stu Records. Pour l'occasion était organisé un mini-festival en plein air du côté du skatepark des Ponts Jumeaux avec les artistes maison, dans lequel on retrouvait les Loutres, un trio de filles à l'énergie brute, Jérôme Sage, un chanteur qui depuis a sorti un album chez du Stu Records, Guilty Pleasure, Diagnostic, ou encore le duo Petit Bureau, dans lequel on retrouve Laetitia Dutèche à la batterie et au chant et Stéphanie Marchesi à la basse, au clavier et au chant. Petit Bureau, duo infernal, pop pour les mélodies, punk pour l'énergie, inventif, surprenant, fragile, musique d'équilibriste, toujours au bord de la rupture. Et pourtant, ça passe avec classe et souplesse. Un vrai régal. Eh bien, Petit Bureau s'apprête à sortir son premier album en septembre, dont un premier morceau, un premier extrait, est actuellement visible sur le net. On l'écoute tout de suite. Little Pleasure, Petit Bureau, extrait donc d'un album à sortir en septembre. Everybody has a little pleasure.
Écoutons maintenant la première chronique confinée de Salah Mokrane. Une chronique aigre-douce, mais l'époque s'y prête. Cher Joe Kangourou, chers toutes et tous, Biko, je suis Steve Biko. Cette chanson de Peter Gabriel. Je voudrais être digne de Stephen Bantu Biko, ce militant anti-apartheid qui meurt en détention en 1977, officiellement des suites d'une grève de la faim. Je voudrais être digne de combattre ce qui s'apparente parfois à un apartheid social où nous ne sommes pas tous confinés à la même adresse, pas confinés à égalité. Depuis maintenant 45 jours que nous sommes dans cette situation, nous respectons les règles, la plupart du temps et dans tous les quartiers. Après 45 jours, chasser l'évidence, elle revient au galop. Non, le confinement n'est pas une période romantique, où nous regardons des films, où nous lisons des livres, je ne sais pas vous, mais moi, je n'en ai pas ouvert un seul. À peine fini un film. Chasser l'évidence, elle revient au galop. C'est une période où les inégalités préexistantes sont exacerbées. Inégalités scolaires, éducatives. Et maintenant que cela dure, viennent les inégalités élémentaires, alimentaires. Car oui, nous sommes au devant d'une crise qui, dans les quartiers populaires, les milieux populaires en général, s'envisage au niveau de la difficulté à se nourrir. Et les heureuses initiatives spontanées et solidaires en témoignent. Elles concernent presque toutes les besoins alimentaires. Chasser l'évidence, elle revient au galop. On n'est pas confiné et contrôlé à la même enseigne. Quand c'est à la prairie des Filtres ou au bord de Garonne qu'on cède presque naturellement au relâchement, c'est de l'indiscipline bien gauloise, presque sympathique. Quand c'est à la Rainerie et aux Isards, chasser l'évidence, elle revient au galop. Et dans une ambiance post-gilet jaune, la police se politise encore plus. Et à Toulouse, une jeune femme a été placée en garde à vue pendant plusieurs heures pour avoir mis une banderole sur sa maison « Macronavirus à quand la fin ?» Et les macronavirus à quand la fin se multiplient sur les réseaux sociaux. J'en profite, Mister Kangourou, pour placer une banderole sonore dans ton émission. Macronavirus à quand la fin ? Nous sommes confinés, nous sommes contrôlés, et il faut bien le dire souvent, quelles que soient nos origines. Et il faut bien le dire plus souvent quand on est d'origine. Et partout en France, des images de violences urbaines après ces contrôles. Et moi, je redoute l'étincelle qui embrasera les quartiers. À Toulouse aussi, les images ont circulé, des interventions choquantes où l'on voit des policiers frapper un homme à terre, des confrontations entre les jeunes et la police au Mirail. Il n'y a pas d'échelle, car finalement, celle qui nous a été révélée dans des faits qui se sont déroulés à l'île Saint-Denis, à Paris, n'est sans doute pas la plus violente. Dans cette vidéo, relayée par les journalistes Nadir Dendoun et Taha Bouaf, on entend des policiers rire de bon cœur lorsqu'un homme les fuyant se jette à l'eau, comme aux heures les plus terribles du préfet Papon en octobre 61, lorsque des centaines de manifestants pendant la guerre d'Algérie sont morts noyés dans la Seine. On entend les policiers, ils rient, il ne sait pas nager, un bico ça ne nage pas. Un autre lui répond, puis réplique, ça coule. Tu aurais dû lui accrocher un boulet au pied. Je suis bico et je sais nager. Levántate, mi nieto. Hoy es el día del paseo. Ven conmigo, mi querido.
vamos a caminar. Levántate, mi nieto, hoy es el día del paseo. Ven conmigo, mi querido, vamos a caminar. Ojos abiertos, lo vi charlar, contándome su vida, corazón cielo, y cantar su memoria, su destino. Ya te fuiste, abuelo, por tu último paseo. Me siento solo, mi querido, solito a caminar. Ojos abiertos, sigo charlando, contándole a todo tu vida. Corazón fiero, sigo cantando tu memoria y tu destino. Charlando, contándole a todo tu vida. Corazón cielo, sigo cantando tu memoria, tu destino. Lopez, Su Memoria, Su Destino. Guillaume Lopez qui, avec sa compagnie, la compagnie Guillaume Lopez, sort aujourd'hui sur toutes les plateformes de vente en ligne et de streaming un nouvel album, Andalouse, album dans lequel on retrouve Saïd El Maloumi aux percussions, Nicolas Gardel à la trompette, Thierry Roch à l'accordéon et donc Guillaume Lopez au chant et aux flûtes. Allez, on en arrive déjà à la dernière chronique de cette émission et c'est notre bon professeur Thibaut qui va s'y coller, notre bon professeur Thibaut qui depuis le début de ce confinement s'est mis en tête de nous proposer chaque semaine des films à voir et à revoir. Professeur Thibaut, bonsoir. Bonjour, petite fée de la FM. Eh bien, voilà, une énième chronique, donc spécial confinement. Donc je ne sais pas s'il faut que je rappelle le contexte, mais bien évidemment je suis confiné dans mon petit appartement, je suis toujours dans mon bureau face à mon ordinateur et j'essaye d'imaginer ce vaillant plateau de résistants de Radio Campus. Et voilà, et je salue par avance tous les chroniqueurs présents que malheureusement je ne peux pas voir et qu'il me tarde de revoir. Croyez-moi, petite fée de la FM, j'ai l'habitude de traiter des obscurités dans cette chronique cinéma. Pour une fois, j'ai décidé que ce soit des films très très facilement trouvables, donc que vous pouvez vous les procurer légalement, ou vous pouvez vous les procurer illégalement, et je pense que personne ne s'en voudra. Donc le principe, je l'ai dit, spécial confinement. Alors attention, 1, 2, 3, c'est parti.
On y va, le premier film donc dont je vais essayer de parler. Vous avez remarqué comme je suis nerveux, c'est parce que j'ai l'impression que les murs ici se rétrécissent de plus en plus. Je suis confiné, c'est absolument terrible. Donc essayons vaillamment de terminer cette chronique. Donc premier film, The Thing de John Carpenter, car il va être question de John Carpenter dans cette chronique. Je ne sais pas s'il faut représenter John Carpenter, je ne vais pas vous faire cet affront, c'est un des meilleurs cinéastes américains qui n'est malheureusement plus en activité depuis quelque temps. Je pense que les choses sont devenues trop complexes pour lui, pour pouvoir réaliser un film. C'est un système qui ne lui correspond plus à l'heure actuelle. Mais en 1982, John Carpenter donc réalise son 6e film, The Thing, qui n'est autre d'ailleurs qu'un remake, qui est le remake de La Chose de notre monde, qui est un film donc de science-fiction aussi, qui date de 1951, qui était produit par Howard Hawks et réalisé par Christian Nyby, mais on a très souvent dit, et je pense que ce n'est pas éloigné de la vérité, comme quoi Hawks donc aurait mis sérieusement les mains dans le cambouis donc pour pouvoir arriver à boucler ce film. Bref, The Thing de John Carpenter, ça parle de quoi? Vous allez voir, là on est en plein confinement puisque ça se passe en Antarctique. C'est une équipe donc de 12 savants dans une base qui font des relevés météo, etc., et autres, qui vont avoir bien du mal à combattre une sorte de parasite extraterrestre, alors qui a la particularité de vous imiter. Voilà, donc au bout d'un moment, vous ne savez plus si la personne qui est à côté de vous est réellement cette personne, ou si c'est bien sûr ce parasite qui a phagocyté, si on peut dire, donc le corps de votre compère. Donc c'est un magnifique exercice de style un exercice de style, même pas, c'est un magnifique exercice sur la paranoïa. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre quelque part quand on croise des gens sur le trottoir, quand on va faire ses courses comme ça, qui vous évitent donc par peur justement d'être contaminé. Et là, bien sûr, il va être question de contamination dans cette base qui est un décor unique dans lequel Carpenter va déployer sa science, toute sa science de la mise en scène, qui là, ça fait mouche quasiment à chaque plan. Il y a les effets spéciaux baroques de Rob Bottin qui sont complètement extraordinaires. C'est aussi un petit peu un film de l'excès, notamment avec ses effets spéciaux, et surtout c'est un film qui en 82, quand il va sortir, c'est très bizarre parce que personne finalement ne va comprendre le film. Ça va être un échec terrible au box-office. C'est surtout aussi ça va être aussi le triomphe d'E.T. à la même époque. C'est quelque chose, en fait, on pourrait presque dire que le cinéma va changer à ce moment-là, parce que The Thing est un film de studio. Carpenter, lui, a toujours été jusqu'à présent indépendant. Là, c'est une de ses premières incursions donc dans les gros studios hollywoodiens. C'est Universal qui produit le film, et donc en face, bien sûr, il y a le triomphe d'E.T. de Steven Spielberg. Donc le cinéma n'aurait pas été pareil si E.T. s'était vautré et si The Thing avait remporté le succès qu'il mérite. Donc ça, c'est un film aujourd'hui qu'on peut qualifier de culte, comme disent les jeunes. Enfin, moi, ça peut se voir, se revoir, se revoir, se revoir encore et encore et encore. Donc là, The Thing de John Carpenter, très facilement trouvable, aucun problème. 1982. Et on continue, après avoir été confiné, donc on va se déconfiner, et on va se déconfiner avec quoi? Eh bien, on va se déconfiner avec Invasion Los Angeles, They Live de 1988, encore un film de John Carpenter, c'est son 11e film. Il y a eu une déconfiture dans sa carrière, et ça va mal se passer avec les studios, etc. Et Carpenter, au milieu, fin des années 80, va repartir pour une toute petite série de tout petits films. Il va redevenir indépendant. Et alors, They Live, c'est complètement génial. Alors pourquoi? Déjà parce que c'est un ouvrier qui est le héros.
c'est un ouvrier du bâtiment. On est dans une espèce d'Amérique où le fossé, l'écart entre les riches et les pauvres, c'est creusé, etc. Et on a donc ce John Nada, qui est le personnage principal du film, cet ouvrier, qui est joué par Roddy Piper d'ailleurs, qui était un catcheur, et à qui Carpenter a offert le premier rôle. Et John Nada, lui, va découvrir tout simplement le monde tel qu'il est grâce à une paire de lunettes de soleil tout à fait particulière, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'il va découvrir ? Eh bien, il va découvrir qu'en fait, la Terre a été annexée par des extraterrestres néolibéraux et qui ont mis les humains sous leur coupe, donc grâce à une propagande virtuelle complètement démente, où en fait il y a c'est des messages comme ça qui disent obéissez, reproduisez-vous, n'ayez pas d'imagination, enfin voilà, je vous fais pas un dessin, vous avez compris ce que c'est, et là John Nada va prendre bien sûr les armes et ça va défourailler de tous les côtés. Alors, on peut peut-être se dire que après avoir été confiné, donc The Think, il y a ce déconfinement où un ouvrier donc va prendre les armes pour en finir avec le néolibéralisme, et bien peut-être qu'on peut se dire que c'est ce que nous allons vivre en quelque temps. Comme quoi, le cinéma, c'est absolument formidable. Ça permet quelquefois de mieux comprendre finalement les choses. Et Carpenter les avait compris en 1982 et en 1988. Et pour terminer, je dirais que They Live, ça a été un petit peu le même problème que The Think. C'est un film qui a été très 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 mal compris ici. On se dit mais diable, mais pourquoi Carpenter fait-il ça ? Eh bien maintenant on comprend totalement. C'est un réalisateur qui a décidé de prendre les armes et il a eu bien raison. Sur ce, bon visionnement et à très bientôt. Caramel mou, c'est fou. Allez les filles, c'est le moment de la fin de l'émission, une émission encore confinée, vous l'avez sans doute entendu, un peu bizarre à construire cette émission, tant il est vrai que c'est compliqué de pouvoir fabriquer une émission de radio simplement penché devant le micro de son téléphone, sans personne tout autour. Il manque le côté un peu collectif de toute émission de radio qui se respecte. Et puis, période étrange, période de confinement, on en aura même presque oublié de vous souhaiter à tous un bon 1er mai. Un 1er mai sans manif, un 1er mai sans aller se retrouver dans la rue pour pouvoir se dire que le monde du travail et les salariés, ça compte encore. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite un bon 1er mai. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Salut les filles, je vous laisse pour se quitter avec un deuxième morceau du coup de cœur de Jean-Pierre Lérac tout à l'heure en début d'émission. On va écouter un choc gazelle. Salut les filles, à la semaine prochaine.